Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réponses temporelles des systèmes dynamiques. Donc, nous allons voir les réponses des systèmes dynamiques lorsqu'elles sont excitées par des signaux temporels. D'une manière générale, pour étudier un système dynamique quelconque, on commence par faire une analyse. Donc, on commence par dresser un bilan des performances de ce système. Généralement, pour analyser un système afin de déterminer ses performances ou comparer le fonctionnement de plusieurs systèmes, on introduit des signaux de référence d'entrée, c'est-à-dire qu'on excite le système à l'aide d'un signal de référence et on examine sa réponse. Les signaux de référence d'entrée sont appelés des signaux de test. Et lorsqu'on veut faire l'analyse d'un système, on n'utilise pas n'importe quel signal de test. Donc, un signal de test doit posséder certaines caractéristiques. Donc, un signal de test possède 4 caractéristiques fondamentales. Il doit être simple pour faciliter la résolution de l'équation différentielle et reconstituer un autre signal plus complexe. Il doit être capable d'exciter le régime d'exploitation le plus difficile. Et il doit être défini. Pourquoi? Pour pouvoir effectuer des comparaisons entre les performances de différents systèmes. Les signaux de test utilisés sont généralement classés en deux types. Les signaux de test non sinusoïdaux et les signaux de test sinusoïdaux. Les signaux de test sinusoïdaux sont utilisés en analyse fréquentielle et les signaux de test non sinusoïdaux sont utilisés en analyse temporelle. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux signaux de test non sinusoïdaux. Donc, un système, il sera excité par un signal d'entrée. Et bien sûr, la réaction du système à ce signal d'entrée s'appelle sa réponse. Donc, si on prend un système donné quelconque, on va envoyer à son entrée un signal de test. Lorsqu'on envoie un signal de test en échelon, la réponse de ce système est appelée réponse indicielle. Lorsqu'on envoie un signal de test qui a une impulsion, la réponse du système est appelée réponse impulsionnelle. Dans le cas où le signal d'entrée est une rampe, la réponse du système est appelée réponse à une rampe. Donc ici, nous avons 3 signaux de test qui sont utilisés pour déterminer les performances du système ou encore pour comparer les performances de plusieurs systèmes. D'une manière générale, lorsqu'on veut faire l'analyse d'un système, on cherche à déterminer son modèle mathématique. Pour un mathématicien, on s'intéresse à 2 modèles, soit la représentation externe, soit la représentation interne, ou encore on peut nous intéresser aux deux représentations. Dans ce chapitre-là, nous allons nous intéresser simplement à la fonction de transfert, c'est-à-dire la représentation externe. Lorsqu'on prend un système physique quelconque, on lui applique les relations, bien sûr, bien le principe, par exemple le principe fondamental de la dynamique, on obtient sa fonction de transfert. Bien sûr, on obtient l'équation différentielle à partir de laquelle on déduit la fonction de transfert. La fonction de transfert, généralement, c'est une fraction rationnelle. Donc, un numérateur sur un dénominateur. Numérateur et dénominateur sont des polynômes. Si on prend f sous cette forme ici, le numérateur
est donné par Bn s à la puissance m plus Bm moins 1 s à la puissance m moins 1 plus B1 s plus B0. Et le dénominateur est donné par s à la puissance L, produit de 1 plus tau i s pour i allant de 1 à k, qui multiplie par aussi un produit sur j allant de 1 à L de alpha j s carré plus bêta j s plus gamma j. Dans ce cas-là, l'ordre de la fonction transfert est n et il est donné par L plus K plus 2L. Donc, pour déterminer la réponse de ce système, on peut commencer par utiliser la décomposition en éléments simples. Alors, si on prend f de s, c'est-à-dire la fonction de transfert, et on utilise la décomposition en éléments simples, dans ce cas-là, cette fonction peut être écrite sous la forme d'une somme de 3 termes. Plutôt, ce n'est pas de 3 termes, mais de 3 parties. Première partie, somme sur i allant de 1 à L de AI sur S à la puissance i. Deuxième partie, somme sur j allant de 1 à k de bj sur 1 plus tau j s. Et la troisième partie, somme sur p allant de 1 à L, sigma ps plus delta p sur alpha ps carré plus bêta ps plus gamma p. Donc nous avons ici des termes qui sont des intégrateurs, donc des termes avec des intégrations, des termes avec une constante de temps tau j, ce sont des termes de premier ordre, bj sur 1 plus tau js, et des termes de second ordre. Les deux premiers termes caractérisent les systèmes de premier ordre et le troisième terme caractérise les systèmes de second ordre. En vertu du principe de superposition, puisque nous avons ici une somme, donc si on utilise le principe de superposition, on peut remarquer que la réponse du système de transmittance f de s s'exprime sous la forme d'une somme de réponses de systèmes de premier ordre, intégrateur, de premier ordre à constante de temps et de deuxième ordre. L'ensemble de ces trois systèmes sont appelés des systèmes de base. Donc, nous allons voir dans cette partie-là ou bien dans ce chapitre une caractérisation de ces systèmes, c'est-à-dire la fonction de transfert pour chacun de ces systèmes, premier ordre intégrateur, premier ordre à constante de temps et deuxième ordre. Nous allons voir quelques exemples pratiques. La réponse de ces systèmes aux signaux de test non sinusoïdaux, en particulier réponse à une rampe, réponse à un échelon et réponse à une impulsion. Et nous allons définir quelques paramètres de performance. La méthode utilisée dans ce chapitre, elle est générale, elle est applicable pour n'importe quel système, quel que soit son ordre, mais pour bien comprendre ces approches-là, nous allons nous concentrer au système de base. C'est-à-dire nous allons détailler ces approches pour ces trois systèmes. Système intégrateur, système à constante de temps de premier ordre et le système de second ordre. Alors on commence par les systèmes de premier ordre. Donc pour les systèmes de premier ordre, bien sûr, nous avons vu que les systèmes sont de deux types, soit des processus à constante de temps ou bien des processus intégrateurs. On commence par les processus à constante de temps. Donc le système, il est excité par une entrée U de t et sa réponse est une entrée Y de t.
D'une manière générale, lorsqu'on modélise un système de premier ordre, on obtient une équation différentielle de la forme A0. La dérivée de y par rapport au temps plus A1y égale à b u de t. Pour étudier ce système, on transforme cette équation en une autre équation caractéristique d'un système de premier ordre de la forme taux y point plus y de t égale à ku de t. Y point de t, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc le passage de cette équation à cette deuxième équation se fait simplement en divisant les deux nombres de l'égalité par A1. Et donc taux est égal à A0 sur A1 et la constante de temps du système, K égale à B sur A1 et le gain statique. Donc nous avons un système de premier ordre avec deux constantes qui le caractérisent, le gain statique et la constante de temps. Pour passer à la fonction de transfert, il suffit d'utiliser la transformation de Laplace en mettant de côté les conditions initiales. Et donc on obtient h de s, c'est y de s sur u de s est égal à k sur 1 plus tau s. Et donc nous avons k, c'est le gain statique, et tau, c'est la constante de temps. K sur 1 plus tau s. Comme exemple, on prend un four électrique. Donc le four électrique, l'entrée de commande est la puissance électrique, P de T. La sortie, mesurée, bien la sortie observée, est la température du four, θ de T. Donc pour trouver l'équation différentielle ou la fonction de transfert qui caractérise ce système, on doit dresser un bilan énergétique du four pendant bien sûr un temps dt. Donc pendant le temps dt, l'énergie absorbée par le système est P de T dt. L'énergie perdue par rayonnement est proportionnelle à la température donnée par alpha θ de T dt. Et la différence entre ces deux, la différence est stockée dans la capacité calorifique C du four, dont elle élève la température de dθ, c'est-à-dire C dθ. Donc C dθ, c'est la différence entre P dt et alpha θ dt. Donc on peut écrire C dθ égale à P dt moins alpha θ dt. Évidemment, nous avons ici θ de t, P de t. Donc nous avons ici ignoré le temps pour simplifier l'écriture. Alors à partir de cette équation, on peut écrire C de θ sur dt égale à P moins alpha θ et déduire C de θ sur dt plus alpha θ égale à P de t. Donc nous avons ici une équation différentielle d'un système de premier ordre qu'on peut transformer en une autre équation qui caractérise le premier ordre en divisant par alpha et donc obtenir C sur alpha de θ sur dt plus θ égale à 1 sur alpha P de t. Donc nous avons ici taux égale à C sur alpha, ici K égale à 1 sur alpha. Alors, en utilisant la transformation de Laplace, en supposant bien sûr que les conditions initiales sont nulles, nous avons C sur S, transformé de la place de cet terme, C sur alpha S, bien sûr θ de S, plus θ de S est égal à 1 sur alpha P de S. Et on peut déduire P de S, plutôt on peut déduire θ de S sur P de S égale à 1 sur alpha sur 1 plus C sur alpha S. Donc là, c'est la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, bien sûr, c'est la sortie sur l'entrée, qu'on peut écrire sous la forme K,
sur 1 plus tau S avec K égale 1 sur alpha, c'est le gain statique, et tau est égal à C sur alpha, c'est la constante de tau. Et donc nous avons bien un système de premier ordre avec les deux constantes caractéristiques K et tau. Vous allez voir maintenant le processus intégrateur pur. Un système est dit intégrateur pur si la sortie Y est proportionnelle à l'intégrale du signal de l'entrée U de t. Mathématiquement, on peut écrire Y de t égale à K, l'intégrale de U de θ de θ. La transformée de la place de cette équation nous permet de déterminer sa fonction de transfert. H de S est égal à Y de S sur U de S est égal à K sur S. Donc nous avons ici K sur S, une intégration. Comme exemple, on prend un système hydraulique, le remplissage d'une cuve par un liquide. Alors, on considère que A est la section de la cuve et V, c'est le volume d'eau dans la cuve. Par conséquent, on peut écrire la variation du volume, c'est-à-dire dV sur dt, n'est autre que le débit QE, et qui est aussi égal à A, la section de la cuve, multiplié par la variation du niveau, A de H sur dt. Donc nous avons l'équation entrée-sortie. La sortie, c'est le niveau, l'entrée, c'est le débit. A de H sur dt égale à QE. À partir de cette équation A de H sur dt égale à QE, on utilise la transformée de la place. Ce qui donne à S, H de S égale à QE de S. Et donc, nous avons la fonction transfert qu'on note par GE est égale à H de S sur QE de S égale à 1 sur AS. Et nous avons ce schéma fonctionnel qui caractérise ce processus intégrateur. Donc, nous avons bien la fonction transfert qui peut être écrite sous forme de K sur S avec K égale 1 sur A. On arrive maintenant au système de second ordre. Un système linéaire ID de deuxième ordre lorsque l'équation différentielle qui décrit son fonctionnement est de type A2 y seconde plus A1 y point plus A0 y égale B, avec y est la sortie du système, U son entrée. Donc au lieu d'utiliser cette équation, on transforme cette équation en une deuxième équation qui caractérise un second ordre avec trois nouveaux paramètres. Y seconde plus dxi w0 dy sur dt plus w0 au carré y égale à k w0 carré u de t. Et donc nous avons trois paramètres k, w0, xi. W0, c'est la pulsation propre non amortie aux pulsations naturelles et qui s'exprime par racine carrée de A0 sur A2. Le coefficient d'amortissement xi est donné par A1 sur 2 racine carrée de A0 A2. Et le gain statique est donné par B sur A0. Cette deuxième équation, elle est utilisée pour déduire la fonction de transfert. Donc, on utilise la transformation de la place en supposant les conditions initiales nulles. Alors, on trouve comme fonction de transfert h de s égale à k w0 carré sur s carré plus dxi w0 s plus w0 carré. Donc, nous avons une fonction de transfert de second ordre car le dénominateur est un polynôme de second ordre. Comme exemple, on prend un système mécanique, arbre de rotation. Pour ce système, on tient compte du coefficient d'élasticité KE, du frottement F et du moment d'inertie J des masses en mouvement. Cm est le couple moteur qui va entraîner l'arbre et θS est l'angle de rotation de l'arbre. Et donc, on va considérer comme sortie de ce système θS et comme entrée Cm. L'application des lois de la physique nous permet d'écrire J θ seconde S
est égal à Cm moins Ke θ S moins F θ point S. Le moment d'inertie fois l'accélération angulaire est la somme des couples. Couple moteur plus couple de rappel plus couple résistif. En prenant la transformée de la place de cette équation, on obtient la fonction de transfert h de S donnée par 1 sur J sur S carré plus F sur G S plus KE sur J. Et donc nous avons une fonction de transfert de second ordre qui peut être écrite sous la forme K W0 carré sur S carré plus 2xi W0 S plus W0 carré. Avec, dans ce cas-là, W0 c'est la racine carrée de KE sur J. Le coefficient d'amortissement xi est égal à F sur 2 racine carrée de J KE et K, le gain statique, est égal à 1 sur KE. Comme la fonction de transfert est de second ordre, il est intéressant de savoir ces pôles. Donc, les pôles de la fonction transfert sont obtenus par la résolution de l'équation caractéristique S carré plus dxi W0 S plus W0 carré égale à 0. C'est le dénominateur qui est nul dans ce cas-là. Donc, en écrivant le discriminant réduit, delta prime égale à W0 carré facteur de xi carré moins 1. Et donc, on peut considérer 3 cas. Premier cas, lorsque le module de xi est inférieur à 1, c'est-à-dire la valeur absolue du coefficient d'amortissement est inférieure à 1, dans ce cas-là, ce discriminant delta prime est inférieur à 0. On dit dans ce cas que le système est sous-amorti. Donc, on est en régime pseudo-périodique. Et le dénominateur de la fonction transfert possède deux racines complexes conjuguées. C'est-à-dire que cette solution, bien cette équation, possède deux racines complexes conjuguées, S1 et S2. S1 égale à moins W0 facteur de xi moins j racine carrée de 1 moins xi carré. S2 égale à moins W0 facteur de xi plus j racine carrée de 1 moins xi carré. Donc ce sont deux racines qui sont complexes. Ces racines, qui sont les pôles de la fonction transfert, possèdent certaines propriétés. Donc, ces propriétés, on peut citer par exemple que le module de S1 égale au module de S2 égale W0, il est indépendant du coefficient d'amortissement. Et le produit S1 S2 égale à W0 carré. Deuxième propriété, lorsque xi est égal à 0, S1 égale J W0 et S2 égale à moins J W0. Donc les deux pôles sont imaginaires purs. Dans le cas où xi positif, les deux pôles sont à gauche de l'axe imaginaire. Cela correspond à un amortissement réel. Et dans le cas où le coefficient d'amortissement est négatif, les deux pôles sont à droite de l'axe imaginaire. Cela correspond à une amplification. Le deuxième cas, c'est lorsque la valeur absolue du coefficient d'amortissement est supérieure à 1. Dans ce cas-là, nous avons le discriminant réduit est positif. On dit que le système est amorti, c'est-à-dire régime apériodique. Et la fonction transfert possède les deux pôles S1 et S2 qui sont réels. S1 égale à moins W0 facteur xi moins racine carrée de xi carré moins 1 et S2 égale à moins W0 facteur de xi plus racine carrée de xi carré moins 1. Dans ce cas aussi, ces pôles S1 et S2 possèdent certaines propriétés. Si xi est positif, coefficient d'amortissement positif, c'est-à-dire xi supérieur à 1, alors S1 et S2 sont négatifs. Si xi négatif, c'est-à-dire xi inférieur à moins 1, dans ce cas-là, S1 et S2 sont positifs. Le troisième cas, c'est lorsque la valeur absolue du coefficient d'amortissement est égale à 1. Cela correspond
au discriminant réduit delta prime est égal à 0. Et nous avons dans ce cas un amortissement critique, c'est-à-dire une racine double. S1 égale S2 égale plus W06 est égal à moins 1. S1 égale S2 égale à moins W06 est égal à 1. Ainsi, nous terminons cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la réponse indicielle. À la prochaine vidéo.